L'homosexualité avait une présence dans la mythologie grecque, et elle était représentée de diverses manières. Dans la société grecque antique, la compréhension de la sexualité différait des points de vue contemporains, et les relations entre personnes de même sexe n'étaient pas considérées comme tabous ou moralement condamnables de la manière dont elles pourraient l'être dans certaines cultures modernes. La société grecque mettait fortement l'accent sur la beauté masculine et l'athlétisme. Cette idéalisation de la forme masculine s'étendait aux expressions du désir entre personnes de même sexe, se concentrant souvent sur les relations entre les hommes plus âgés, érastes, et les jeunes hommes, héromenaux, dans des contextes de mentorat ou romantiques. Certaines interprétations suggèrent que les relations homosexuelles dans la mythologie grecque avaient des significations symboliques ou allégoriques, représentant des concepts tels que l'initiation, les dynamiques de pouvoir ou le mélange de qualités masculines et féminines. Zeus et Ganymède. Le mythe de Zeus et Ganymède est l'une des histoires les plus connues impliquant des relations homosexuelles dans la mythologie grecque. Zeus rencontra Ganymède sur le mont Ida, une montagne située dans l'ancienne Troie, qui se trouve aujourd'hui en Turquie. Ganymède s'occupait du troupeau de son père. Ganymède était un jeune prince de Troie, renommé pour sa beauté. Selon le mythe, Zeus, le roi des dieux, fut tellement épris de la beauté de Ganymède qu'il se transforma en aigle, son oiseau sacré, pour emporter Ganymède sur le mont Olympe. Sur le mont Olympe, Ganymède devint le échanson de Zeus, remplaçant Hébé, la fille de Zeus et Héra. Son rôle était de servir le nectar et l'ambroisie aux dieux, ce qui leur accordait l'immortalité. Zeus accorda également à Ganymède la jeunesse éternelle et l'immortalité. Le jeune prince troyen fut placé dans le ciel en tant que constellation du Verseau, ou parfois en tant que constellation de l'Aigle, et la plus grande lune de Jupiter, l'équivalent romain de Zeus, porte le nom de Ganymède en l'honneur du mythe. Ce mythe a été représenté dans de nombreuses œuvres d'art tout au long de l'histoire, de la poterie antique aux peintures de la Renaissance. Apollon et Hyacinthe. L'histoire d'Apollon et d'Hyacinthe est un exemple notable de l'amour entre personnes de même sexe dans la mythologie grecque antique. Apollon rencontra Hyacinthe dans une région appelée Amyclée, située dans l'ancienne Sparte, en Grèce. Hyacinthe était un beau prince spartiate connu pour sa beauté. Apollon fut captivé par la grâce, la force athlétique et le charme d'Hyacinthe. Les deux devinrent de proches amis, Apollon enseignant à Hyacinthe diverses compétences et partageant avec lui son amour pour la musique et le sport. Apollon, le dieu du soleil, de la prophétie, de la musique et de la guérison, était profondément amoureux d'Hyacinthe. Ils étaient souvent représentés s'adonnant à des activités traditionnellement masculines ensemble, telles que la chasse, l'athlétisme et la musique. Dans une version de l'histoire, un jour, alors qu'Apollon et Hyacinthe lançaient un disque, Apollon, cherchant à impressionner Hyacinthe, le lança de toutes ses forces. Hyacinthe, tentant de rattraper le disque pour impressionner Apollon, fut frappé par le disque et mortellement blessé. Une autre version raconte que le dieu du vent Zéphyr, lui aussi amoureux d'Hyacinthe et jaloux de l'affection que ce dernier portait à Apollon, était responsable de la redirection du disque pour frapper Hyacinthe. Quelle que soit la version, la blessure d'Hyacinthe fut mortelle. Au moment de sa mort, Apollon ressentit une immense tristesse et une profonde culpabilité. Au lieu de permettre à Hadès de réclamer Hyacinthe, Apollon fit naître une fleur, l'hyacinthe, de son sang répandu. Selon la version de l'histoire, la fleur portait soit les mots grecs « aïaï », signifiant « hélas », inscrits sur ses pétales, soit était destinée à toujours incliner la tête en signe de deuil pour la mort d'Hyacinthe. Tout comme l'histoire de Zeus et de Ganymède, ce récit reflète la pratique grecque antique de la pédérastie, où un homme adulte prenait un rôle de mentor auprès d'un homme plus jeune, souvent avec un élément romantique ou sexuel. Comme de nombreux mythes grecs impliquant l'amour et le désir, l'histoire d'Apollon et d'Hyacinthe dépeint des émotions puissantes et des événements dramatiques et tragiques. Elle demeure un puissant symbole de l'amour, de la beauté et de la fugacité de la jeunesse. Hermès et Crocus. La relation entre Hermès, le dieu messager, et Crocus est moins connue que celles impliquant Apollon, Hyacinthe, Zeus ou Ganymède, mais c'est un autre exemple de relation entre personnes de même sexe dans la mythologie grecque. Dans le mythe, Crocus était un jeune homme beau, et Hermès en était profondément amoureux. Cependant, la relation se termina tragiquement. Alors que les deux jouaient à un jeu de disque, Hermès frappa accidentellement Crocus à la tête avec le disque, provoquant une blessure mortelle. Dans certaines versions de l'histoire, c'est le dieu du vent Zéphyr qui, par jalousie, guida le disque pour frapper Crocus. Accablé de chagrin, Hermès transforma le corps de Crocus en une fleur, qui devint connue sous le nom de fleur de Crocus. Le stigmate rouge vif de la fleur représente le sang versé de Crocus, symbolisant un amour éternel et la fin tragique du jeune homme. Cette histoire, comme de nombreux autres mythes grecs, met en avant les thèmes de l'amour, de la perte et de la transformation. La création de la fleur de Crocus à partir du sang de Crocus est un exemple du motif d'une fleur naissant d'une mort tragique, similaire au mythe de Narcisse, Adonis et Hyacinthe. Poséidon et Pélo.
La relation entre Poséidon, le dieu de la mer, et Pélo, un prince mortel, est un autre exemple de relations homosexuelles dans la mythologie grecque antique. Tantale, le père de Pélo, commit un acte horrible qui offensa les dieux. Dans une tentative de mettre à l'épreuve les pouvoirs d'observation des dieux, Tantale tua Pélo, son propre fils, et le servit en ragoût aux dieux. La plupart des dieux se rendirent compte que quelque chose n'allait pas et refusèrent de participer au repas. Cependant, Déméter, qui pleurait l'enlèvement de sa fille Perséphone par Hadès, consomma inconsciemment une partie de l'épaule gauche de Pélo. Les dieux, conscients de l'acte terrible de Tantale, le punirent pour son hybris et le condamnèrent à un tourment éternel dans le Tartare, une section des enfers réservée aux pécheurs les plus odieux. Pendant ce temps, Pélo fut ressuscité et ramené à la vie par les dieux. Ils reconstituèrent son corps, à l'exception de l'épaule gauche manquante, qui fut remplacée par une épaule en ivoire fabriquée par Héphaïsto, le dieu forgeron. Pélo était un beau jeune homme et, frappé par sa beauté, Poséidon tomba amoureux de lui. Le dieu emmena Pélo sur l'Olympe, où il vécut avec les dieux pendant plusieurs années. Poséidon fit de nombreux dons à Pélo, notamment en lui enseignant à conduire son char divin tiré par des chevaux ailés. Dans certaines versions du mythe, Poséidon fit également de Pélo son amant. Après un certain temps, Pélo fut renvoyé sur Terre. Pélo est peut-être le plus célèbre pour son implication dans la course de chars visant à remporter la main d'Hippodamie, où il reçut l'aide de Poséidon pour gagner. Ce mythe a finalement conduit à une série d'événements tragiques, connus sous le nom de la malédiction de la maison des Atrides, à partir desquels ont découlé plusieurs célèbres tragédies grecques. Dionysos et Ampélo. Dionysos, le dieu du vin, du plaisir et de la fête dans la mythologie grecque, avait plusieurs partenaires, à la fois masculins et féminins. Parmi les partenaires masculins, Ampélo, un jeune satyre, être mi-homme mi-chèvre qui habitait les forêts et les montagnes, était le plus connu. Ampélo et Dionysos étaient de proches compagnons. Dionysos avait un amour profond et une affection pour Ampélo, et ils passaient beaucoup de temps ensemble. Cependant, comme de nombreux mythes impliquant l'amour dans la mythologie grecque, leur histoire est marquée par la tragédie. Dans une version de l'histoire, Ampélo décéda en chevauchant un taureau sacré pour Dionysos. Se sentant en compétition avec le dieu du soleil, Hélios, qui avait récemment placé son fils Phaéton dans le ciel en tant que constellation, Ampélo décida de chevaucher un taureau sauvage. Malgré les avertissements de Dionysos, Ampélo fut jeté du taureau et percé à mort. Dans son chagrin, Dionysos transforma Ampélo en vigne, produisant ainsi la première vigne, à partir de laquelle le vin est fabriqué. Cela est significatif car Dionysos est le dieu du vin, et le vin devint sa boisson sacrée. Héraclès et Hyla. L'histoire d'Héraclès, plus connue sous son nom romain, Hercule, et d'Hyla est un récit important de la mythologie grecque, en particulier dans le contexte de l'amour et de la camaraderie entre personnes de même sexe. Hyla était un jeune homme d'une beauté extraordinaire, et il attira l'attention d'Héraclès, l'un des plus grands héros grecs, célèbre pour sa force et pour ses 12 travaux. Hyla était le fils de Théodama, un roi de Thessalie, que Héraclès tua au combat. Héraclès prit ensuite Hyla sous son aile, l'élevant et lui enseignant l'art de la guerre. Leur relation n'était pas simplement celle d'un mentor et d'un élève. Héraclès aimait Hyla, et ils étaient inséparables. Leur aventure la plus célèbre eut lieu lorsqu'ils rejoignirent l'équipage de l'Argo dans la quête de la Toison d'Or, un voyage épique qui les mena aux confins de la Terre. La participation d'Héraclès à l'expédition des Argonautes était inhabituelle, car il était lui-même un héros à part entière et opérait généralement en solitaire, mais son affection pour Hyla le poussa à rejoindre l'expédition. Le tournant tragique de l'histoire survint lorsque les Argonautes firent escale en Mysie, en Asie mineure. Hyla fut envoyé chercher de l'eau à une source, attirant l'attention des nymphes de l'eau en raison de sa beauté extraordinaire. Envoûtées par lui, elles le tirèrent dans la source, disparaissant avec lui. Lorsqu'Hyla ne retourna pas au navire, Héraclès devint fou d'inquiétude. Il chercha toute la nuit, appelant Hyla, mais ses efforts furent vains. Hyla avait disparu, enlevée par les nymphes. Héraclès fut tellement consumé par sa recherche de Hyla qu'il négligea son devoir envers les Argonautes et fut finalement laissé derrière le navire. La perte de Hyla affecta profondément Héraclès, montrant le lien fort et l'amour qui existait entre eux. Achille et Patrocle. La relation entre Achille et Patrocle est l'une des plus significatives de la mythologie grecque et est célèbre grâce à l'Iliade d'Homère. Achille, fils du mortel Pélée et de la nymphe Thétis, était le plus grand de tous les guerriers grecs. Patrocle, également un guerrier habile, était son compagnon le plus proche. Tous deux étaient des héros qui combattirent lors de la guerre de Troie. Leur relation est souvent vue comme un exemple d'amitié profonde et de camaraderie fraternelle. Mais de nombreuses interprétations anciennes et modernes suggèrent une relation romantique ou sexuelle.
L'Iliade ne précise jamais la nature de leur relation. Mais leur proximité et la profondeur de leur lien sont évidentes. La démonstration la plus poignante de leur lien intervient avec la mort de Patrocle. Dans l'Iliade, Patrocle emprunte l'armure d'Achille pour diriger les Grecs au combat lorsqu'Achille refuse de combattre après un différend avec Agamemnon, le roi grec. Patrocle est tué par Hector, le prince de Troie, ce qui dévaste Achille. Le chagrin d'Achille pour la mort de Patrocle est profond. Il organise des funérailles grandioses et des jeux en son honneur, refuse de manger ou de dormir, et pleure sans cesse la perte de son cher compagnon. La profondeur du chagrin d'Achille et ses expressions de nostalgie pour Patrocle ont conduit de nombreux lecteurs et chercheurs à suggérer une dimension romantique, voire sexuelle, à leur relation. Achille venge ensuite Patrocle en tuant Hector, l'un des événements clés de l'Iliade. Cela reflète la profondeur de l'amour d'Achille pour Patrocle et son désir de se venger de sa mort. Apollon et Cyparissus. L'histoire d'Apollon et de Cyparissus est un autre récit de la mythologie grecque impliquant un amour entre personnes de même sexe et une fin tragique. Cyparissus était un jeune homme beau originaire de l'île de Chéa, le petit-fils du roi. Il était le favori d'Apollon, le dieu du soleil, de la musique et de la prophétie. Leur relation, comme de nombreuses autres entre les dieux et les mortels dans la mythologie grecque, était caractérisée par un amour mutuel et une admiration réciproque. Cyparissus était également adoré par Zéphyr, le vent d'ouest. La tragédie dans leur histoire survint lorsque Cyparissus tua accidentellement un cerf sacré, un animal de compagnie bien-aimé qu'il chérissait. Dévasté et inconsolable de sa faute, Cyparissus demanda à Apollon de le laisser pleurer éternellement. Voyant son amoureux si désespéré, Apollon exauça son vœu. Il transforma Cyparissus en un cyprès, qui dans la mythologie grecque est souvent associé au deuil et aux enfers. À ce jour, l'arbre de cyprès est souvent trouvé dans les cimetières méditerranéens, symbole de deuil debout en l'honneur du chagrin de Cyparissus. Orphée et la jeunesse thrace. Orphée est une figure légendaire de la mythologie grecque. Connu pour ses compétences musicales surnaturelles. Il était considéré comme le plus grand musicien et poète de tous, dont les chansons pouvaient charmer les bêtes sauvages et persuader même les rochers et les arbres de bouger. Dans la plupart des versions traditionnelles de l'histoire, Orphée tombe profondément amoureux d'une nymphe nommée Eurydice. Lorsqu'elle meurt d'une morsure de serpent, Orphée se rend dans le royaume des morts pour la ramener. Il charme Hadès et Perséphone avec sa musique. Et ils acceptent de laisser Eurydice revenir avec lui dans le monde des vivants à une condition, qu'il marche devant elle et ne se retourne pas avant qu'ils ne soient tous les deux dans le monde supérieur. Cependant, juste avant d'atteindre la surface, Orphée se retourne, ce qui conduit à renvoyer Eurydice définitivement dans le royaume des morts. Après avoir perdu Eurydice une deuxième fois, Orphée jure de renoncer à l'amour des femmes. Les détails de ce qui se passe après varient, certaines sources suggèrent qu'il ne s'engage qu'avec de jeunes hommes, introduisant la pédérastie chez les Thraces, d'autres suggèrent qu'il évite toute compagnie humaine, adoptant une existence semblable à celle d'un ermite. Cet aspect du mythe d'Orphée provient d'une couche relativement tardive de la mythologie classique. À une époque où les philosophes et les écrivains s'intéressaient de plus en plus à la vie intérieure des personnages mythologiques et à l'exploration de thèmes psychologiques et sociaux complexes. La manière de la mort d'Orphée varie également dans différents mythes. Une version courante suggère que son amour pour les hommes était l'une des raisons pour lesquelles il a été tué par les Bacchantes, les fidèles féminines de Dionysos. Dionysos et Prosimnus. L'histoire de Dionysos et de Prosimnus provient d'une source relativement tardive dans le monde de la Grèce antique, en tant que partie des mystères orphiques, et traite du voyage du dieu Dionysos vers le monde souterrain. Selon le mythe, Dionysos voulait ramener sa mère Sémélé du royaume des morts. Prosimnus, un homme mortel, proposa de guider Dionysos, mais il demanda une faveur en retour, il voulait coucher avec Dionysos. Dionysos accepta la demande de Prosimnus. Cependant, au moment où Dionysos revint du royaume des morts, Prosimnus était déjà mort. Pour honorer leur accord, Dionysos fabriqua un phallus à partir d'un figuier et accomplit rituellement leur pacte sur la tombe de Prosimnus. Ce mythe est souvent interprété comme faisant partie du thème plus large de la culture grecque antique des relations entre les dieux et les mortels, et de l'entrelacement de la divinité, de la mortalité, de l'amour et de la mort. Iolao et Héraclès. Iolao est une figure de la mythologie grecque principalement connue pour être un neveu de confiance et un cocher du héros Héraclès, connu sous le nom d'Hercule dans la mythologie romaine. Iolao était le fils d'Iphiclès, qui était le demi-frère d'Héraclès, ce qui en faisait le neveu d'Héraclès. Iolao est surtout connu pour avoir aidé Héraclès dans certaines de ses célèbres épreuves. Notamment, il a joué un rôle crucial dans la deuxième des 12 épreuves d'Héraclès, tuer l'hydre de Lerme. Selon le mythe, chaque fois qu'Héraclès coupait une tête de l'hydre, deux autres repoussaient à sa place.
Iolao a eu l'idée d'utiliser une torche pour cautériser les moignons du cou après la décapitation, empêchant ainsi la croissance de nouvelles têtes. Cette tactique a réussi, et Héraclès a pu vaincre le monstre. La nature de la relation entre Héraclès et Iolao fait l'objet de spéculations. Dans l'Antiquité, il existait un sanctuaire dédié à Iolao à Thèbes, où les couples masculins pouvaient prêter serment de loyauté l'un envers l'autre. Cela a conduit à des suggestions selon lesquelles le lien entre Iolao et Héraclès pourrait avoir été de nature romantique ou sexuelle. Poséidon et Néritée. Néritée était une divinité mineure de la mythologie grecque, représenté comme un jeune dieu de la mer beau et charmant. Il était l'un des 50 Néréides, des nymphes de la mer qui étaient les filles de l'ancien dieu de la mer Nérée et de l'océanide Doris. Selon le mythe, Poséidon, le dieu olympien de la mer, des chevaux et des tremblements de terre, tomba amoureux de Néritée en raison de sa beauté extraordinaire et de sa grâce. Ils développèrent un lien profond et partagèrent une relation romantique passionnée. Néritée était le seul des dieux marins capable de rivaliser avec Poséidon en matière de pouvoir sur la mer et ses habitants, ce qui lui valut une place spéciale aux côtés de Poséidon. Lorsque le char doré de Poséidon fut créé, qu'il utiliserait pour parcourir la surface de la mer, il était prévu que Néritée devienne l'un de ses cochers, guidant les créatures marines qui tiraient le char. Cependant, Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, fut également frappée par la beauté éblouissante de Néritée. Elle souhaita l'emmener avec elle sur l'Olympe pour être son compagnon, lui promettant l'immortalité et la jeunesse éternelle. Mais Néritée aimait Poséidon et choisit de rester dans la mer plutôt que de monter sur l'Olympe. Dans certaines versions de l'histoire, Aphrodite, remplie de colère et de jalousie face à son rejet, utilisa ses pouvoirs pour transformer Néritée en coquillage, ou, selon certaines versions, en escargot de mer. On croyait que ce serait le premier coquillage au monde, sa forme reflétant la beauté perdue de Néritée. On disait qu'il resterait à jamais dans la mer, le lieu qu'il aimait, mais qu'il porterait aussi à jamais la marque du mépris d'Aphrodite. L'histoire de Poséidon et de Néritée est une histoire d'amour tragique, qui reflète les thèmes de la passion, de la loyauté et des conséquences de contrarier les dieux qui sont courants dans la mythologie grecque. Elle offre un autre exemple de relation entre personnes de même sexe dans la mythologie grecque, et illustre comment les relations complexes des dieux aboutissent souvent à des transformations et à d'autres issues dramatiques. Bien que les relations homosexuelles entre hommes soient plus couramment représentées dans la mythologie grecque antique, il y a moins d'exemples de telles relations entre femmes. Iphi et Diante. Le récit d'Iphi et Diante est l'une des histoires les plus uniques de la mythologie grecque, principalement en raison de son exploration de la transformation de genre. Cette histoire est racontée par le poète romain Ovide dans son œuvre « Métamorphose ». L'histoire commence avec une femme crétoise nommée Télétuse, qui est enceinte. Son mari, Lygdus, lui dit qu'il ne peut pas se permettre d'élever une fille et lui ordonne de tuer le bébé si c'est une fille. Bouleversée, Télétuse prie la déesse Isis pour de l'aide. Isis lui apparaît dans un rêve et lui dit de désobéir aux ordres de son mari et d'élever l'enfant, peu importe son sexe. Télétuse donne naissance à une fille et la nomme Iphi, la déguisant en garçon dès la naissance. En grandissant, Iphi ignore son sexe biologique et se croit être un garçon, tout comme tout le monde le pense. Finalement, Iphi est fiancée à une belle fille nommée Diante. Les deux tombent profondément amoureux. Mais Iphi est tourmentée par le fait qu'elle ne peut pas épouser Diante car elle est biologiquement une femme. Même si Diante et tout le monde pensent qu'Iphi est un homme. Le jour de leur mariage prévu, Télétuse emmène Iphi au temple d'Isis et prie pour de l'aide. Isis répond en transformant Iphi en un homme. La transformation n'est pas seulement superficielle, mais complète et physique. Le reconnaissant Iphi et sa mère rentrent chez eux, où Iphi et Diante se marient heureusement. L'histoire d'Iphi et Diante est assez unique dans le corpus de la mythologie grecque et romaine, car elle aborde directement la question de l'identité de genre et de la transformation, et présente une relation entre personnes de même sexe qui est représentée de manière positive et se termine heureusement. Didon et Anna. La relation entre Didon et Anna est exposée dans l'épopée de Virgile, l'Énéide. Bien que l'Énéide soit une œuvre de la mythologie romaine et non grecque, elle puise fortement dans les thèmes mythologiques grecs et a été fortement influencée par l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Dans l'Énéide, Didon est la fondatrice et la reine de Carthage, et Anna est sa sœur dévouée. Leur relation est décrite comme très proche. Après la mort du mari de Didon, Sicae, Anna encourage sa sœur à se remarier, voyant le potentiel d'une alliance politique bénéfique. C'est Anna qui convainc Didon d'épouser Énée, le héros troyen et protagoniste de l'Énéide. Plus tard dans l'histoire, lorsqu'Énée abandonne Didon sur ordre divin pour aller fonder la ville de Rome, Didon est laissé désespéré. Anna, qui était partie, revient pour trouver Didon en proie à la détresse et au désespoir.
Malgré les tentatives d'Anna de la réconforter, Didon se suicide sur un bûcher qu'elle avait construit sous prétexte d'un rituel magique pour guérir son chagrin d'amour. Dans certaines versions de l'histoire, Anna se jette dans la mer après la mort de Didon, tandis que dans d'autres, elle se retrouve en Italie et joue un rôle dans les premiers jours de Rome. Bien que la relation entre Didon et Anna soit dépeinte comme étant profondément affectueuse et proche, il est important de noter qu'il n'y a aucune mention explicite d'une relation romantique ou sexuelle entre elles dans le texte de Virgile. Certaines interprétations modernes ont perçu un sous-texte homoérotique dans leur relation. Callisto et Artémis. Callisto était une nymphe et l'une des suivantes de la déesse Artémis. Selon certaines versions du mythe, Callisto et Artémis ont développé une relation romantique. Cependant, lorsque Zeus, le roi des dieux, désira Callisto, il se déguisa en Artémis et la séduisit. Cela entraîna la grossesse de Callisto, et lorsqu'Artémis découvrit la vérité, elle transforma Callisto en ours. Plus tard, le fils de Callisto, Arca, ignorant du sort de sa mère, faillit la tuer en chassant. Cependant, Zeus intervint et les transforma tous les deux en les constellations de la grande ours et de la petite ours pour préserver leur lien. Il est important de noter que les interprétations des mythes peuvent varier, et différentes versions peuvent présenter des nuances différentes dans les relations entre les personnages.